Le 12 mai 1998, Julien Moreau, un brillant étudiant en histoire de 22 ans, s'est volatilisé au cœur de la prestigieuse bibliothèque de la Sorbonne à Paris. Pendant 15 longues années, son cas est resté l'une des énigmes les plus troublantes de la capitale. Un jeune homme prometteur, disparu, sans laisser la moindre trace, comme s'il avait été effacé de la réalité. L'enquête a piétiné, les pistes se sont refroidies, et l'espoir de sa famille s'est lentement éteint, laissant place à une douleur silencieuse et dévorante. Jusqu'au jour où un manuscrit oublié, retrouvé par hasard dans une vieille armoire métallique, a tout changé. Comment est-il possible que la vérité soit restée cachée si longtemps, à la vue de tous, dans les murs même de l'une des plus grandes institutions du savoir? Avant de vous raconter comment ces simples notes de thèse ont révélé une conspiration meurtrière, dites-nous dans les commentaires depuis où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'incroyable chaîne des événements que cette découverte a déclenché. Le mystère commence à une simple table de travail, dans la section des collections spéciales de la bibliothèque. Les derniers à l'avoir vue ont décrit une scène figée dans le temps. Son sac à dos posé sur la chaise, un livre sur les cartes cadastrales de Paris ouvert sur la table, et sa veste négligemment jetée sur le dossier. Tout indiquait un retour imminent, une absence de quelques minutes tout au plus. Mais Julien n'est jamais revenu. Personne ne l'a vu quitter le bâtiment. Les caméras de surveillance, rares et de mauvaise qualité à l'époque, n'ont rien enregistré de pertinent. Pour sa famille, les premières heures ont été un supplice d'appels angoissés aux hôpitaux et aux postes de police, chaque sonnerie sans réponse, creusant un peu plus le vide. L'université, de son côté, a réagi avec une lenteur administrative presque insultante, suggérant qu'il était probablement parti décompresser avec des amis, minimisant une disparition qui allait bientôt devenir leur plus grand fantôme. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut savoir qui était Julien Moreau. Il n'était pas un étudiant comme les autres. Originaire de Saint-Denis, il était l'immense fierté de sa famille ouvrière, le premier à franchir les portes de l'université, grâce à une bourse obtenue à la sueur de son front. Était un jeune homme introverti, méticuleux, animé par un idéalisme profond. Son rêve, était pas seulement de devenir historien, mais de donner une voix aux oubliés de l'histoire, de révéler les vérités que le pouvoir s'efforçait de dissimuler. Sa plus grande peur était de décevoir ses parents, qui avaient tout sacrifié pour lui offrir l'avenir qu'il n'avait jamais eu. Sa vulnérabilité, était pas physique, mais sociale. Il était un corps étranger dans le monde élitiste et codifié de la Sorbonne, un jeune homme sans réseau ni protection, dont la seule quête de vérité faisait de lui une cible. Quelques heures avant de disparaître, Julien avait confié à un camarade de promotion, avec une excitation inhabituelle, qu'il était sur le point de faire une découverte monumentale pour sa thèse. Son sujet de recherche était déjà sensible, la spoliation des biens des familles juives sous l'occupation. Il passait ses journées plongé dans des archives poussiéreuses, des microfilms fragiles et des documents que peu de gens avaient consultés depuis des décennies. La bibliothèque de la Sorbonne, avec ses couloirs silencieux et ses salles chargées d'histoire, était son royaume. Mais ce jour-là, ce labyrinthe de savoir s'est transformé en piège. Il cherchait une vérité sur le passé, sans se douter qu'il venait de déterrer un secret bien présent, un secret que certains étaient prêts à tout pour protéger, y compris à commettre l'irréparable. L'absence de Julien a brisé sa famille de la manière la plus cruelle qui soit. Sa mère, Hélène, a refusé d'accepter l'inacceptable. Pendant des années, elle a arpenté les rues de Paris, collant des affiches avec le visage souriant de son fils sur les murs, les abribus, les entrées de métro. Chaque affiche arrachée était une nouvelle blessure, mais elle continuait, portée par un espoir qui la consumait. Le père de Julien, lui, a sombré. L'incertitude, l'impuissance et la colère l'ont rongé de l'intérieur, le poussant vers l'alcool et une dépression silencieuse qui a fini par le couper du monde. Le rêve d'ascension sociale, incarné par leur fils unique, s'est transformé en un cauchemar sans fin. La maison familiale, autrefois remplie de fierté et de projets, est devenue un mausolée où le silence pesait plus lourd que n'importe quelle parole. La disparition n'avait pas seulement emporté Julien, elle avait anéanti ceux qui restaient. L'enquête policière initiale n'a fait qu'ajouter l'insulte à la douleur. Dès le départ, les préjugés ont dicté la marche à suivre. En apprenant que Julien venait de Seine-Saint-Denis, les enquêteurs ont immédiatement orienté leurs recherches vers la piste de la banlieue. Ils ont perdu un temps précieux à chercher des liens avec le trafic de drogue, des histoires de dette ou de mauvaise fréquentation, ignorant presque complètement le contexte dans lequel il avait disparu, le milieu universitaire. Ses professeurs et son directeur de thèse, Étienne Blanchard, ont été interrogés de manière superficielle. Ils l'ont décrit comme un jeune homme, intense et solitaire, un portrait qui a suffi à clore cette branche de l'investigation. Pour la police,
L'idée qu'un crime puisse avoir été commis dans les couloirs feutrés de la Sorbonne par des intellectuels respectés était tout simplement impensable. Cette erreur de jugement a offert au coupable 15 ans de tranquillité. Au fil des mois, l'enquête s'est enlisée dans les sables mouvants de la bureaucratie et de l'indifférence. Le dossier Julien Moreau est devenu une pile de rapports de plus en plus épaisse, mais vide de toute substance. Les enquêteurs, initialement sceptiques, se sont désintéressés, convaincus qu'il s'agissait d'une fugue volontaire qui finirait par se résoudre d'elle-même. Les pistes académiques, jugées trop complexes ou improbables, ont été définitivement abandonnées. Moins d'un an après la disparition, l'enquête active a été suspendue. Pour l'administration judiciaire, Julien N. était plus une personne à retrouver, mais un numéro de dossier, une affaire classée sans suite. Le silence qui s'est abattu sur le cas était assourdissant, un abandon officiel qui laissait la famille Moreau seule face à un abîme de questions sans réponse, condamnée à chercher une vérité que plus personne d'autre ne cherchait. Pendant les 5 années qui ont suivi, de fausses pistes ont émergé, chacune ravivant une flamme d'espoir avant de éteindre avec une cruauté infinie. Un touriste a cru reconnaître Julien, travaillant dans un bar à Bruxelles. Une lettre anonyme a affirmé qu'il avait rejoint une communauté altermondialiste dans le sud de la France, coupant tous les ponts avec son passé. Chaque signalement était une décharge d'adrénaline pour Hélène, qui se précipitait, contactait les autorités locales, passait des nuits blanches à attendre un appel qui ne venait jamais. Chaque démenti était un nouveau deuil, une nouvelle couche de chagrin, qui s'ajoutait à la précédente. Ces fausses pistes N n'étaient pas de simples erreurs. Elles étaient une forme de torture psychologique, un cycle infernal d'espoir et de désespoir, qui empêchait toute forme de guérison, et maintenait la blessure ouverte, béante, à vif. Hélène Moreau a refusé de laisser le souvenir de son fils se dissoudre dans l'oubli. Elle est devenue une figure familière et tragique du quartier latin. Chaque semaine, inlassablement, elle refaisait le même parcours, un sac rempli d'avis de recherche, et un pot de colle à la main. Elle recollait le visage souriant de Julien, sur les murs froids de la Sorbonne, sur les panneaux d'affichage, aux arrêts de bus. Était son rituel, sa guerre silencieuse contre le temps et l'indifférence. Elle supportait les regards de pitié, les soupirs agacés, les employés municipaux qui arrachaient les affiches quelques heures plus tard. Pour elle, chaque affiche était une prière, une question lancée à la ville. L'avez-vous vu ? Était aussi une promesse faite à son fils, tant qu'elle serait en vie, il ne serait pas qu'un dossier classé. Il resterait un visage, un nom, un amour qui attend son retour. Le père de Julien, Jean-Pierre, a mené un combat différent. Un combat intérieur qu'il a perdu. Cet homme, autrefois si fier du parcours de son fils, s'est effondré sous le poids de l'impuissance. Il a cessé de parler de Julien comme si prononcer son nom rendait l'absence trop réelle, trop insupportable. Les soirées se sont étirées, rythmées par le bruit des verres qui se remplissent et se vident. L'alcool est devenu son anesthésiant, un brouillard pour échapper à une réalité trop douloureuse. Il s'est muré dans un silence hostile, repoussant les tentatives de réconfort de sa femme, incapable de partager une douleur qui le dévorait de l'intérieur. La maison, autrefois un foyer de projets et d'espoir, est devenue le théâtre d'une double tragédie, celle d'un fils disparu, et celle d'un père qui s'effaçait lentement, emporté par un chagrin qu'il ne pouvait ni nommer ni combattre. À la Sorbonne, le nom de Julien Moreau est devenu une sorte de légende urbaine, un fantôme hantant les couloirs de la bibliothèque. Pour les nouvelles générations d'étudiants, son histoire était une anecdote macabre, un avertissement sur les dangers de la recherche obsessionnelle. L'administration, de son côté, a fait tout son possible pour tourner la page. Le cas était une tache sur la réputation impeccable de l'institution, un rappel inconfortable qu'un drame avait pu se jouer en son sein. Le professeur Étienne Blanchard, directeur de thèse de Julien, a publié quelques années plus tard un livre à succès sur l'histoire de Paris, dédiant sobrement l'ouvrage à la mémoire des chercheurs disparus. Ce geste, perçu par le public comme un hommage touchant, a sonné pour la famille Moreau comme une insulte, une manière élégante et cruelle de clore définitivement le chapitre. En 2008, pour le 10e anniversaire de la disparition, une journaliste d'un quotidien local a publié un article poignant, ravivant brièvement l'intérêt du public pour l'affaire. Touché par le témoignage d'Hélène Moreau, un jeune inspecteur de la brigade criminelle a demandé à consulter le dossier. Il a passé plusieurs semaines à relire les procès-verbaux, à examiner les maigres indices, espérant y trouver une faille, un détail négligé par ses prédécesseurs. Il a même recontacté quelques témoins de l'époque, dont le professeur Blanchard, qui lui a servi le même discours poli et attristé qu'il avait donné 10 ans plus tôt. Mais les pistes étaient trop froides, les souvenirs trop flous. L'inspecteur a dû, à son tour, refermer le dossier, avec le sentiment frustrant que la vérité était là, quelque part,
mais protégé par un mur de silence et de temps. Les années ont continué de s'écouler, transformant une douleur aiguë en une tristesse chronique. 15 ans après la disparition, le monde avait changé. La technologie avait évolué, les méthodes d'enquête étaient modernisées. Mais le cas de Julien Moreau restait figé en 1998, prisonnier d'une époque où il était encore possible de disparaître sans laisser de traces numériques. Pour la plupart des gens, Julien N. était plus qu'un nom sur une liste de personnes disparues. Sa famille, elle, vivait dans un temps suspendu, un éternel 12 mai 1998. La justice les avait abandonnés, la société les avait oubliés. Il ne leur restait que le poids écrasant d'une absence, et la certitude intime qu'on leur avait volé bien plus qu'un fils. On leur avait volé la vérité. Ils ne se doutaient pas qu'elle dormait à quelques kilomètres de là, dans une armoire métallique. L'année 2013 a marqué un tournant inattendu, non pas grâce à une nouvelle enquête policière, mais à un simple déménagement administratif. Le professeur Étienne Blanchard, figure éminente et respectée de la faculté d'histoire, prenait sa retraite. Son bureau, un sanctuaire de savoir accumulé sur 4 décennies, devait être vidé pour accueillir son successeur, un jeune historien prometteur, nommé Mathieu Simon. Ce dernier, conscient du poids symbolique des lieux, entreprit la tâche avec un mélange de respect et d'impatience. Il triait de vieux dossiers, des manuscrits jaunis, des ouvrages annotés, sans se douter qu'il était sur le point de déterrer bien plus que des souvenirs académiques. Au fond d'une armoire métallique grise, oubliée et couverte de poussière, une simple formalité administrative allait réveiller les fantômes du passé, et faire basculer une affaire classée dans une nouvelle dimension terrifiante. C'est en vidant le dernier tiroir de cette armoire, que Mathieu Simon a mis la main sur un dossier cartonné, sans valeur apparente. Étiquette, écrite à la main d'une encre passée, portait la mention « brouillon, incomplet ». Par simple curiosité professionnelle, et parce que le nom de l'auteur figurait en petit sur la première page, il l'a ouvert. Julien Moreau. Ce nom a immédiatement résonné en lui. Comme tous ceux qui avaient étudié l'histoire à la Sorbonne ces 15 dernières années, il connaissait la légende tragique de l'Aile, étudiant disparu. Il s'est assis à son nouveau bureau, le poids de l'histoire soudainement palpable, et a commencé à lire, pensant simplement parcourir les vestiges d'un travail inachevé. Il ne savait pas qu'il tenait entre ses mains non pas une thèse, mais un testament, une bouteille à la mer jetée juste avant le naufrage, qui avait attendu 15 ans pour trouver son lecteur. Les premières pages ont confirmé ce que la légende disait de Julien. Était un chercheur d'une intelligence et d'une rigueur exceptionnelles. Le manuscrit, bien qu'incomplet, était une analyse brillante et audacieuse de la spoliation des biens juifs à Paris. Julien ne se contentait pas de compiler des faits. Il tissait des liens, croisait des archives que personne n'avait jamais rapprochées, et mettait en lumière des mécanismes de dissimulation d'une complexité redoutable. Mathieu Simon était fasciné, mais aussi mal à l'aise. La lecture de ces pages était une intrusion dans un esprit vif, brutalement interrompu au sommet de son art. Il pouvait presque sentir l'excitation et la fébrilité de Julien, à mesure que ses découvertes le menaient sur un terrain de plus en plus dangereux, un terrain où l'histoire officielle commençait à se fissurer dangereusement. C'est en arrivant aux notes de bas de page que le malaise de Mathieu s'est transformé en une véritable intrigue. Au milieu des références académiques classiques, certaines notes étaient étranges. Elles ne citaient aucune source, mais se composaient d'une série de 3 chiffres, séparés par des points, 14.2.5, 27.8.11, 31.1.9. Au début, il a cru à des erreurs de frappe, ou à un système de classement personnel et obscur. Mais leur récurrence, leur précision mathématique, a éveillé son instinct de chercheur. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Était un code. Une communication cachée à la vue de tous, insérée dans le corps même de la recherche. Julien N. écrivait pas seulement une thèse. Il laissait une trace, un message secret, pour quiconque aurait la patience et la perspicacité de le chercher. La poussière du dossier semblait soudain moins inoffensive. Pendant des heures, Mathieu Simon est resté penché sur le manuscrit, essayant de déchiffrer l'énigme. Il a d'abord pensé à des coordonnées, des références à des livres, mais rien ne correspondait. L'obsession l'a gagné. Il a sorti une feuille de papier, et a commencé à noter chaque séquence de chiffres. Puis, l'illumination. Et si le code ne renvoyait pas à une source externe, mais au manuscrit lui-même? Le premier chiffre pour la page, le deuxième pour le paragraphe, le troisième pour le mot. Le cœur battant, il a reporté la première séquence, page 14, paragraphe 2, cinquième mot. Il a trouvé le mot « Blanchard ». Puis la deuxième, page 27, paragraphe 8, onzième mot. Ment.
Lentement, méthodiquement, il a exhumé chaque mot, les assemblant un par un sur sa feuille, comme un archéologue reconstituant un artefact brisé. La vérité émergeait, lettre par lettre, d'une tombe de papier. Lorsque le dernier mot a été trouvé, Mathieu Simon a reculé de son bureau, le souffle coupé. La phrase complète était là, glaciale et accusatrice, une voix d'outre-tombe qui venait de briser 15 ans de silence. Blanchard-ment. Il contrôle l'histoire. Cherche l'acte interdit sous le dossier 71, ils m'ont trouvé. Chaque mot était un coup de poignard dans la version officielle. Blanchard-ment, son prédécesseur, le professeur respecté, était un menteur. Il contrôle l'histoire, une conspiration, bien plus vaste qu'un simple individu. Dossier 71. Une piste concrète, un chemin à suivre. Et la dernière phrase, la plus terrible, ils m'ont trouvé. Était la confirmation que Julien savait qu'il était en danger. Il n'avait pas disparu. Il avait été réduit au silence. Le jeune professeur a regardé autour de lui, le bureau autrefois prestigieux semblait maintenant sinistre. Complice. La peur a saisi Mathieu. Ce N était plus une vieille affaire classée, une curiosité historique. Était une affaire en cours, et il en détenait désormais la clé. Ce manuscrit N n'était pas un simple document académique, était une preuve, une accusation posthume, qui pouvait détruire des carrières et des vies, y compris la sienne. Qui était-il? Était-il toujours là, au sein de l'université? Le professeur Blanchard, fraîchement retraité, profitait d'une vie paisible. Probablement inconscient de la bombe à retardement qu'il avait laissée dans son armoire. Mathieu était seul, face à un dilemme terrifiant. Ignorer ce message et préserver sa carrière et sa sécurité, ou suivre les instructions de Julien et plonger dans un complot qui avait déjà coûté la vie à un homme 15 ans plus tôt. Sa décision allait déterminer si la vérité mourrait une seconde fois, ou si, enfin, justice serait rendue. Après la sidération, une résolution froide s'est emparée de Mathieu Simon. Ignorer le message de Julien N n'était pas une option. Ce serait trahir la mémoire d'un homme sacrifié sur l'autel du mensonge, et devenir complice par son silence. Le courage, ou peut-être l'inconscience du danger, l'a emporté sur la prudence. Sa quête était désormais claire, il devait trouver ce fameux dossier 71. Mais comment accéder aux archives restreintes de l'université sans éveiller les soupçons? Il ne pouvait pas simplement demander un dossier potentiellement inexistant et lié à une affaire criminelle. Il lui fallait un prétexte, une couverture crédible. Il a alors eu une idée risquée mais brillante. Il allait utiliser le nom de celui qu'il soupçonnait. Il prétendrait vouloir consulter les archives de recherche du professeur Blanchard, pour préparer un hommage académique à sa carrière. Était un pari audacieux, un jeu de dupes où le moindre faux pas pouvait être fatal. Le lendemain, Mathieu s'est présenté au service des archives, un lieu austère, où le temps semblait être arrêté. L'air était lourd de l'odeur du papier ancien et de la poussière. Face à une archiviste méfiante, gardienne zélée de ce temple du savoir, il a joué son rôle avec un calme qu'il ne ressentait pas. Il a expliqué son projet d'hommage à Blanchard, louant sa contribution à l'histoire de Paris. Son statut de successeur lui a conféré une légitimité suffisante pour dissiper les premières réticences. On lui a donné accès à une section normalement fermée au public, un labyrinthe de rayonnage métallique, où dormaient des décennies de travaux universitaires. Chaque grincement de ses pas sur le sol en linoléum résonnait comme une alerte. Chaque ombre dans les couloirs étroits lui donnait l'impression d'être observé. Il était plus un chercheur mais un intrus en territoire ennemi. Pendant des heures, il a cherché. Le dossier 71N était répertorié nulle part sous ce nom. Était la première confirmation que Julien avait utilisé un code que seuls les initiés pouvaient comprendre. Mathieu a alors changé de stratégie, cherchant non pas un numéro, mais une anomalie. Il s'est concentré sur les boîtes d'archives de l'année 1998 et des années précédentes, celles que Blanchard aurait pu manipuler. C'est là, au fond d'une étagère, dissimulée derrière une pile de thèses refusées, qu'il a trouvé une simple boîte en carton, recouverte d'une épaisse couche de poussière. Étiquette était presque illisible, mentionnant « Compte-rendu administratif, 1971 ». Le chiffre 71. Ce ne pouvait être une coïncidence. Le cœur battant, il a saisi la boîte, sentant son poids anormalement léger, et l'a dissimulée dans son sac, avant de quitter les archives d'un pas qu'il espérait naturel. De retour dans la sécurité précaire de son bureau, il a posé la boîte sur son bureau, comme s'il s'agissait d'un engin explosif. À l'intérieur, une première couche de documents administratifs sans intérêt.
visiblement placé là pour décourager les curieux. Mais en dessous, le trésor macabre de Julien. Il y avait un simple carnet à spirale, le journal personnel de l'aile, étudiant, et une liasse de photocopies fragiles et jaunies par le temps. Mathieu a ouvert le carnet. La première page portait la date du 2 mars 1998, 2 mois avant la disparition. L'écriture de Julien était fine, précise, presque chirurgicale. Les premières entrées débordaient d'une excitation intellectuelle pure, celle d'un chercheur qui sent qu'il est sur le point de faire une découverte majeure. Il ne savait pas encore que cette découverte allait signer son arrêt de mort. Mathieu a tourné les pages, sentant le poids de chaque mot, comme s'il lisait les dernières pensées d'un condamné. Au fil des pages, le ton du journal a radicalement changé. L'enthousiasme a laissé place à l'inquiétude, puis à une paranoïa grandissante. Julien décrivait avoir découvert des incohérences flagrantes dans les registres cadastraux, des actes de propriété qui semblaient avoir été falsifiés après la guerre. C'est là qu'il a mentionné pour la première fois une société secrète au sein même de la faculté, qu'il avait surnommée « les gardiens de la mémoire ». Il écrivait « Ils ne sont pas des historiens, ce sont des censeurs. Ils protègent des lignées, des fortunes bâties sur des crimes. Ils notaient des incidents troublants. Des documents qu'ils consultaient disparaissaient le lendemain. Des pressions subtiles de la part de son directeur de thèse, Étienne Blanchard, pour qu'il réoriente ses recherches. Julien comprenait qu'il avait mis le pied dans un engrenage qui le dépassait. Un secret gardé par Lou, élite intellectuelle de l'université. Les photocopies jointes au journal étaient la preuve irréfutable. Julien avait réussi à copier des documents originaux avant qu'ils ne soient corrigés ou détruits par les gardiens. Il y avait des actes de vente datant de 1946, montrant comment un immeuble cossu du Marais, appartenant à une famille juive déportée en 1943, avait été acquis pour une somme dérisoire par le grand-père Étienne Blanchard. D'autres documents prouvaient que la famille Blanchard avait bâti une partie considérable de sa fortune, en s'appropriant des œuvres d'art et des biens spoliés. Un passé soigneusement effacé des archives officielles, grâce à l'influence des gardiens. La thèse de Julien ne menaçait pas seulement une réputation académique. Elle menaçait de révéler l'origine criminelle d'un patrimoine familial et de faire tomber un système de protection mutuelle qui perdurait depuis plus de 50 ans. Le journal s'achevait sur une note terrifiante, écrite la veille de sa disparition. Julien nommait les membres du cercle intérieur des gardiens. Étienne Blanchard, le doyen de la faculté de Gillian, époque, et un autre professeur très influent, aujourd'hui décédé. Il avait compris l'ampleur de la conspiration. Sa dernière phrase était glaciale. Blanchard m'a convoqué dans son bureau demain. Il a dit que nous devions discuter de mon avenir. Appuntamment Marthe, je sais ce que cela signifie. S'il m'arrive quelque chose, la vérité est dans le dossier 71. Mathieu a refermé le carnet, tremblant. Il ne détenait plus seulement la clé d'un mystère, mais une accusation de meurtre contre des hommes qui étaient encore, pour certains, au sommet du pouvoir. Il était seul, et il savait que les gardiens de la mémoire, s'ils découvraient qu'il avait exhumé leurs secrets, ne lui laisseraient aucune chance. Conscient du danger, Mathieu Simon a compris qu'il ne pouvait pas se tourner vers la police. L'institution qui avait échoué à protéger Julien 15 ans plus tôt, aveuglée par ses préjugés, ne serait pas plus efficace face à un complot impliquant des figures aussi puissantes et respectées. Les gardiens de la mémoire, n'étaient pas des criminels ordinaires. Leur pouvoir résidait dans leur influence, leur réseau, leur capacité à discréditer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Mathieu serait dépeint comme un jeune professeur ambitieux et instable, cherchant à détruire la réputation de son illustre prédécesseur. Les preuves, aussi accablantes soient-elles, seraient enterrées sous des couches de procédures et de démentis. Il avait besoin d'une arme plus puissante que la justice traditionnelle, une arme capable de percer le mur du silence. L'opinion publique. C'est avec cette certitude qu'il a pris la décision la plus risquée de sa vie. Contacter une journaliste d'investigation. Son choix s'est porté sur Élise Durand, une grande reporter du journal astérisque Le Monde, réputée pour son acharnement et son intégrité. Leur première rencontre a eu lieu dans un café anonyme du 13e arrondissement, loin des regards indiscrets de la Sorbonne. Mathieu est arrivé le visage pâle, serrant contre lui un sac à dos qui contenait la vérité sur la mort de Julien. Au début, la journaliste était sceptique, habituée aux théories du complot et aux informateurs peu fiables. Mais son expression a changé lorsqu'elle a vu les documents. Elle a parcouru le manuscrit de Julien, a déchiffré elle-même le code dans les notes de bas de page, puis a lu le journal, page après page. Le silence s'est installé entre eux, seulement troublé par le bruit des tasses de café. À la fin de sa lecture, Élise a relevé la tête, son regard était plus celui d'une journaliste, mais celui d'une femme qui venait de comprendre l'ampleur d'une injustice monstrueuse. Elle a simplement dit « On va les faire tomber ». Le travail d'Élise et de son équipe a été méticuleux.
menée dans le plus grand secret pendant plusieurs semaines. Ils ne se sont pas contentés des preuves fournies par Mathieu. Ils ont mené leur propre contre-enquête, exhumant des archives municipales, vérifiant les actes de propriété mentionnés par Julien, et retrouvant d'anciens employés de l'université. Ils ont découvert d'autres cas de recherche sensibles, qui avaient été brusquement interrompus, d'autres étudiants qui avaient été subtilement écartés. Le portrait d'un système de corruption intellectuelle et de dissimulation s'est dessiné avec une clarté effrayante. Chaque nouvelle information confirmait le récit de Julien, transformant son journal en un acte d'accusation posthume. La vérité, longtemps étouffée, commençait à respirer à nouveau, prête à éclater au grand jour avec la force d'une déflagration. Le dimanche 27 octobre 2013, Le Monde a publié l'enquête en une, sous un titre qui a secoué la France, l'affaire Julien Moreau, meurtre et dissimulation au cœur de la Sorbonne. L'article était une bombe. Il détaillait, preuve à l'appui, la découverte de Julien, l'existence des gardiens de la mémoire, et le rôle central du professeur Étienne Blanchard. Le scandale a été immédiat et d'une violence inouïe. Le monde académique, habituellement si feutré, était plongé dans la tourmente. La Sorbonne a publié un communiqué confus, promettant une enquête interne, tandis que des milliers d'étudiants manifestaient, réclamant la vérité pour Julien. Le nom de Blanchard, autrefois synonyme d'excellence, était désormais associé au mensonge et au crime. La pression médiatique et publique est devenue si intense que le parquet de Paris, humilié, a été contraint de rouvrir officiellement l'enquête pour homicide. C'est cette pression qui a fait craquer le maillon le plus faible de la chaîne. Alain Dubois, un autre professeur émérite mentionné dans le journal de Julien, était âgé de 82 ans et gravement malade. Rongé par un cancer et par des décennies de culpabilité, il a vu dans ce scandale l'ultime occasion de libérer sa conscience avant de mourir. Quelques jours après la publication de l'article, il s'est présenté de lui-même au 36, quai des Orfèvres. Assis dans une salle d'interrogatoire, le vieil homme, frêle et la voix tremblante, a tout avoué. Il a raconté la panique qui était emparée des gardiens lorsqu'ils avaient compris que Julien ne reculerait pas. Il a décrit la réunion fatidique, les menaces, le refus obstiné de ce jeune homme qui ne voulait que la vérité. Ses aveux, n'étaient pas ceux d'un monstre, mais ceux d'un lâche qui avait laissé le pire se produire pour préserver son statut et ses privilèges. Le récit de Dubois a enfin levé le voile sur les dernières heures de Julien Moreau. Le 12 mai 1998, en fin d'après-midi, Étienne Blanchard l'avait convoqué dans un bureau isolé des archives, sous prétexte de discuter de sa thèse. Dubois et un troisième professeur, aujourd'hui décédé, étaient présents. Ils lui ont d'abord proposé un marché, une bourse prestigieuse à elle, étranger, une carrière assurée, en échange de son silence et de l'abandon de ses recherches. Julien, avec une intégrité qui signa sa perte, refusa catégoriquement, les accusant d'être des traîtres à l'histoire. La confrontation a dégénéré. Blanchard, hors de lui à l'idée que le secret de sa famille soit révélé, a saisi un lourd presse-papier en bronze sur le bureau et l'a frappé à la tête. Le coup a été fatal. Ce n'était pas un meurtre prémédité, mais un acte de violence brutale et paniquée, commis par des hommes qui avaient tout à perdre. La suite a été une démonstration de sang-froid macabre. Profitant de la nuit et de la quasi-absence de surveillance à l'époque, les trois professeurs ont enveloppé le corps de Julien dans une bâche trouvée dans un local de maintenance. Ils l'ont ensuite transporté dans leur voiture jusqu'à un chantier voisin, celui d'une nouvelle aile de la faculté des sciences qui était en construction. À cette époque, le campus était en pleine rénovation. Ils savaient que les fondations du bâtiment venaient d'être creusées. Dans l'obscurité, ils ont jeté le corps dans le trou béant, le recouvrant de terre et de gravats. Le lendemain, les ouvriers, sans se douter de rien, ont coulé des tonnes de béton par-dessus, scellant le secret de Julien pour les 15 années à venir. La Sorbonne, le temple du savoir qu'il admirait tant, était devenue, littéralement, sa tombe. L'arrestation d'Étienne Blanchard a été un choc national. L'image de ce grand intellectuel, auteur de best-sellers, et habitué des plateaux de télévision, menotté devant sa luxueuse demeure du 6e arrondissement, a fait le tour du monde. Le procès qui a suivi a été l'un des plus médiatisés de la décennie. Face aux preuves accablantes, le journal de Julien, les aveux de son complice mourant, les expertises scientifiques, Blanchard a d'abord tenté de nier, parlant d'un complot ourdi par un jeune rival jaloux. Mais sa défense s'est effondrée. Son arrogance, son mépris pour la famille Moreau assise au premier rang, ont fini de convaincre le jury. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sa chute a été aussi brutale que spectaculaire.
L'homme qui se voyait comme un gardien de l'histoire a fini sa vie comme une note de bas de page honteuse dans les annales judiciaires. Les aveux de Dubois ont permis ce que 15 ans de recherche n'avaient pu offrir. Un lieu. Sous le regard des médias du monde entier, des ingénieurs ont utilisé des géoradars pour sonder les fondations du nouveau bâtiment de la faculté. L'opération a duré plusieurs jours, dans un silence quasi religieux. Hélène Moreau était là, chaque jour, assise sur une chaise pliante, impassible, attendant de retrouver son fils. Quand les marteaux-piqueurs ont enfin brisé la dalle de béton, et que les archéologues judiciaires ont commencé à dégager délicatement les ossements, elle n'a pas pleuré. Elle a simplement fermé les yeux, une larme unique traçant un sillon sur sa joue. L'incertitude, ce poison qui l'avait rongé pendant plus de 5000 jours, venait enfin de évaporer. Le N était plus une question. 15 ans après sa disparition, Julien Moreau a enfin eu des funérailles. La cérémonie fut intime, loin du cirque médiatique, dans le petit cimetière de Saint-Denis où reposaient ses grands-parents. Seule la famille, quelques amis d'enfance, Mathieu Simon et la journaliste Élise Durand étaient présents. Pour la première fois, Hélène a pu pleurer son fils, non plus comme un fantôme insaisissable, mais comme un être cher dont elle pouvait enfin honorer la mémoire. Jean-Pierre, son père, était là lui aussi. La vérité n'avait pas effacé les ravages de l'alcool, mais elle lui avait rendu une forme de dignité. Il a déposé une seule rose blanche sur le cercueil de son fils, un geste silencieux, qui en disait plus que tous les mots qu'il n'avait jamais pu prononcer. La famille Moreau-N n'était pas guérie, mais elle pouvait enfin commencer le long chemin du deuil. Le scandale a provoqué un séisme au sein de la Sorbonne, forçant l'institution à un examen de conscience douloureux et sans précédent. Une commission d'enquête indépendante a été mise en place, révélant des décennies de pratiques opaques et de conflits d'intérêts. Le mythe de la tour d'ivoire s'est effondré. En réponse, l'université a engagé une réforme drastique de ses protocoles éthiques, instaurant une transparence totale sur le financement de la recherche et créant un comité de surveillance indépendant. Le nom des gardiens de la mémoire est devenu un cadeau, école, un avertissement sur les dérives du pouvoir académique, lorsque celui-ci se croit au-dessus des lois. L'affaire Julien Moreau a blessé l'âme de la Sorbonne, mais elle l'a aussi contrainte à se réinventer, à se souvenir que sa première mission n'est pas de protéger des réputations, mais de servir la vérité. Pour que le sacrifice de Julien ne soit pas vain, Mathieu Simon, avec le soutien de la famille Moreau et d'une fondation privée, a créé la Bourse Julien Moreau pour la vérité historique. Chaque année, cette bourse finance intégralement le parcours d'un étudiant en histoire, issu d'un milieu modeste, dont le projet de recherche fait preuve d'une audace et d'une intégrité sans faille. C'est un hommage vivant, une manière de perpétuer l'idéal qui animait Julien. Le premier lauréat a consacré sa thèse à l'histoire des spoliations oubliées, reprenant symboliquement le flambeau là où Julien avait été contraint de le laisser. Le nom de Julien Moreau, autrefois synonyme d'une tragédie non résolue, est ainsi devenu un symbole d'espoir et de courage intellectuel, une inspiration pour une nouvelle génération d'historiens déterminés à ne jamais laisser le silence l'emporter. Aujourd'hui, l'histoire de Julien Moreau est une légende gravée dans les murs de la Sorbonne. Son visage n'est plus sur des avis de recherche, mais sur une plaque commémorative à l'entrée de la bibliothèque où il a passé ses dernières heures. Elle porte une simple inscription. À Julien Moreau, 1976 à 1998. Mort pour avoir cherché la vérité. Que sa mémoire nous rappelle que l'histoire appartient à tous, et non à ceux qui tentent de la confisquer. Le bâtiment sous lequel il a reposé pendant 15 ans est toujours là. Un mémorial involontaire et glaçant. Son histoire nous enseigne une leçon terrible et nécessaire. La vérité peut être enterrée sous des tonnes de béton et de mensonges. Mais elle finit toujours par trouver son chemin vers la lumière, même si le prix à payer est celui d'une vie. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée, et que la quête de la vérité est essentielle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des cas qui méritent d'être racontés. Merci de nous avoir écoutés. Pour Hélène Moreau, la vérité n'a pas ramené la joie, mais elle a offert la paix. Une paix fragile, chèrement acquise, qui a remplacé l'angoisse dévorante de l'incertitude. Elle ne parcourt plus les rues avec un pot de colle et des avis de recherche, mais elle est devenue une voix pour les autres familles de disparus, une figure respectée au sein d'associations qui luttent contre l'oubli et l'indifférence institutionnelle. Sa douleur s'est transformée en une force tranquille, une mission. Elle parle de Julien non plus avec le désespoir d'une mère qui cherche, mais avec la fierté d'une mère qui sait que le combat de son fils n'a pas été vain. Elle a enfin pu ranger ses affaires non pas pour l'oublier, mais pour lui donner sa juste place dans la mémoire familiale, celle d'un héros qui, en cherchant la vérité sur le passé,
a forcé une institution entière à affronter la sienne. La Sorbonne, elle aussi, porte les cicatrices de cette affaire. Le nom de Julien Moreau n'est plus une légende urbaine chuchotée dans les couloirs, mais un cadet, étude obligatoire dans les cours D, éthique de la recherche. Le scandale a brisé l'arrogance d'une institution qui se croyait intouchable, la forçant à une humilité nouvelle et nécessaire. Les gardiens de la mémoire sont devenus le symbole de la perversion du savoir, un avertissement permanent contre la corruption intellectuelle et le pouvoir exercé en secret. La transparence est désormais une règle d'or, et chaque étudiant sait que derrière la façade prestigieuse de l'université se cache le souvenir d'un drame qui a redéfini ses valeurs. L'institution a appris à ses dépens que sa véritable grandeur ne réside pas dans les réputations qu'elle protège, mais dans les vérités qu'elle a le courage de révéler, même si elles sont douloureuses. Au-delà des murs de l'université, l'affaire Moreau a infusé la conscience collective française. Elle a ravivé des débats essentiels sur la mémoire de l'occupation, sur la manière dont certaines élites ont bâti leur fortune et leur légitimité sur des crimes historiques, et sur la facilité avec laquelle le système judiciaire peut être aveuglé par les préjugés sociaux. L'histoire de Julien, le Tarsanem étudiant de banlieue qui a fait trembler l'establishment parisien, est devenu un puissant symbole de la lutte des classes, non pas sur le terrain économique, mais sur celui de la connaissance et de la vérité. Il a prouvé qu'un seul individu, armé de sa seule intégrité et de sa rigueur intellectuelle, pouvait fissurer un mur de silence érigé sur des décennies de mensonges et de complicité. Son nom est devenu un cri de ralliement pour tous ceux qui croient que l'histoire ne doit jamais être une propriété privée. Le legs le plus tangible de Julien Moreau se trouve aujourd'hui à l'entrée de cette même bibliothèque où sa vie s'est arrêtée. La plaque commémorative n'est pas un simple morceau de bronze, c'est un lieu de pèlerinage silencieux. Il n'est pas rare de voir des étudiants, souvent les boursiers de la fondation qui porte son nom, s'arrêter un instant devant elle. Ils lisent les mots, parfois touchent du bout des doigts son nom gravé, comme pour y puiser une forme de courage. Dans leur regard on ne lit pas de la pitié, mais une forme de résolution. La plus grande victoire de Julien n'a pas été de faire condamner ses assassins. Sa plus grande victoire, c'est que 15 ans après sa mort, sa quête de vérité continue d'inspirer ceux qui, comme lui, croient que le savoir est avant tout un acte de courage. Sa vie a été le prix, mais sa mort est devenue une leçon éternelle. Si vous croyez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est essentielle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur des cas qui méritent d'être racontés. Merci de nous avoir écoutés.